Désolé, vous verrez pas ma tête pour des soucis de réseau. Merci la ville de Lille. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la détection d'anomalies dans les data centers. Passer, s'il te plaît. Les petites photos pour que vous voyez à quoi nous ressemblons. Donc moi, je vais le faire dans l'ordre. Raphaël est data scientist au sein d'OVH. Ça fait 7 ans qu'il travaille dans cette société. Il possède un gros bagage de développeur. Il a commencé en tant que sysadmin par ici. Mais comme il est fan de maths et passionné, il a rejoint l'équipe pour faire de la data science et plein de belles choses. Et moi, j'ai rejoint OVH il y a 3 ans. Avec un bagage essentiellement maths, et j'ai fait la bascule dans l'autre sens. Donc j'ai mis en application, grâce à mes pairs, notamment Raphaël et d'autres, ce bagage mathématique. Je vais parler un petit peu d'OVH, parce que ça peut intéresser certains, ceux qui ne le connaissent pas. Donc on est un cloud provider, on vend beaucoup de produits, que ce soit du nom de domaine, de l'hébergement de sites web, mais également du bare metal, du cloud, du private cloud, très important. On est une société de 2400 employés, un peu plus. On a 31 data centers répartis dans 12 localités. Il faut savoir qu'on produit nos serveurs. Donc on a produit à peu près 1 million depuis 1999. Ça a son importance parce que ça servira dans l'une de mes présentations. Il y a 350 000 instances public cloud et puis environ 400 000 serveurs qui sont dans un data center. Et petit teasing pour la présentation de Raphaël, on détient notre réseau de fibres depuis 2006 et c'est important de monitorer les routeurs qui permettent de diffuser le réseau au sein de la planète. Je laisse la main à Raph. Top. Donc comme je vous disais, mais vous n'entendiez pas, on va parler du premier cas d'usage. Donc on va parler de la supervision de nos équipements réseau dans nos DC chez OVH, et notamment de la supervision de la surchauffe de ces équipements réseau. Donc déjà quelques chiffres pour présenter le problème. Alors on a un vrai patchwork d'équipements dans le DC. En fait, on ne les a pas construits en un jour, nos DC, et donc on a un parc assez diversifié d'équipements. On a plus de 21 000 équipements à superviser, et ceux-là, ils se répartissent en 150 modèles matériels distincts. Donc désormais, pour éviter la confusion avec les modèles de machine learning dont on parlera ensuite, j'emploierai plus le terme modèle matériel, je vais plutôt parler de série d'équipements. Et donc ces 21 000 équipements se répartissent en 150 séries d'équipements. Chacune des séries d'équipements arrive avec son petit subset de capteurs supportés. Donc ça peut être des capteurs de température, de voltage. On en a plus de 4000 à superviser, donc c'est un vrai patchwork. Et ça augmente la difficulté pour superviser le tout de manière unifiée. Les constructeurs, eux, ils arrivent généralement avec des seuils codés en dur dans les équipements. Typiquement, on va avoir deux seuils d'alerte. Vous allez avoir un seuil de type warning qui va se traduire si par exemple vous avez une surchauffe sur votre équipement par un premier warning qui va être levé. Ça va être juste un événement qui va être logué dans l'équipement. Ça ne va pas se traduire par une sécurité matérielle. Et vous allez avoir le deuxième niveau d'alerte qui va lui être plus critique et qui va se traduire par une mise en sécurité du matériel. Par exemple, sur votre laptop, si votre CPU il chauffe trop, au bout d'un moment, la fréquence elle va diminuer. Ça va avoir pour effet que votre CPU il va refroidir, mais en parallèle, ça va dégrader les performances de votre laptop. Là, pour un équipement réseau, l'action par défaut qui va être faite, ça va être de l'éteindre complètement. Pourquoi? Parce que généralement, l'équipement il va être redondé et on préfère avoir un équipement complètement éteint qu'un équipement aux performances dégradées. Ouais, donc j'ai dit à partir de ce moment-là, donc on a nos seuils constructeurs. Désolé pour l'interruption. Donc en DC, on peut très vite se retrouver débordé. Vous êtes à 26 degrés à un certain moment, vous n'avez aucune alerte, et là, 1 heure plus tard, vous gagnez à peine 1 degré et toutes les alertes se lèvent d'un seul coup. Là, c'est la panique à bord. Vous êtes
débordés, enfin vos opérateurs sont débordés en DC, ils reçoivent toutes les alertes d'un coup, ils ne sont pas capables de les prioriser. Bref, c'est trop tard. Parce que vous n'allez pas éviter tous les crashs, et c'est ce qui vous importe. Parce que, alors, on cherche au maximum à éviter les crashs, parce que dans le meilleur des cas, un crash d'équipement réseau, ça ne va pas être ressenti par le client, c'est le meilleur des cas, parce qu'on perd juste la redondance. Donc pendant un petit moment, vous allez être sur une patte au lieu de 2, mais l'essentiel, c'est que le client ne le voit pas. Le problème, c'est généralement les deux équipements qui se redondent l'un l'autre, ils ont été mis en service au même moment, donc ils ont un niveau d'encrassement qui va être semblable, ils vont être dans des conditions environnementales qui vont être semblables. Donc s'il y en a un qui crache, il y a une bonne probabilité pour que le second crash dans la foulée. Et dans ce cas, vous n'êtes pas content parce que votre client, il va le voir tout de suite, vous allez perdre une baie entière, voire une rangée. Donc comme je l'ai dit, on ne pouvait pas s'appuyer uniquement sur les seuils des constructeurs. On était obligé, on a été obligé de mettre en place un plan de maintenance. Donc là, on l'a mis en place sur 2 axes. Dans un premier temps, on a fait du machine learning supervisé. Donc l'objectif, c'est de faire de la prédiction de crash à 2 heures pour permettre aux opérateurs d'avoir un peu d'air et de pouvoir gérer les urgences, d'avoir un peu plus de temps pour gérer les urgences. Donc ça, c'est le premier axe. Ça sert les quelques jours où il fait chaud dans l'année. Et le deuxième axe, c'est un plan de maintenance préventive qui permet, en gros, c'est de l'amélioration continue. Ça permet de venir voir en tout moment de l'année les équipements qui vont sembler anormalement chauds par rapport à leurs semblables. Donc les semblables, on verra comment on le définit plus loin. Ça, c'est le deuxième axe du plan de maintenance qu'on a mis en place. Donc voilà les données dont on dispose. Pour chacun des équipements, on a une série temporelle avec un relevé d'un petit subset de capteurs qui va être supporté. Parmi les 4000 capteurs dont j'ai parlé au départ, il n'y a qu'une petite partie des capteurs qui va être supportée par chacun des équipements. Donc on a une matrice très sparse. Il faut bien imaginer que là, du coup, comme je disais, on avait 4000 capteurs, donc on aurait au minimum 4000 colonnes. Si vous voulez combiner les capteurs entre eux, vous en avez potentiellement plus. La deuxième table, ça va vous donner des détails sur vos équipements. Vous allez savoir quel type de modèle c'est et vous allez, détail important, savoir quelle localisation, là où votre équipement il est localisé. Ça va vous permettre de coupler votre premier tableau avec vos données environnementales, vos données hygrométriques que vous avez en data center. Vous m'entendez toujours? Ouais. Ok, top. Ouais. Donc, avant de faire notre prédiction de crash à 2 heures, ce qu'on va faire, c'est on va se débarrasser on va gérer l'aspect sparse de la grosse matrice qu'on a en haut là. Donc pour ça, on va faire du clustering d'équipements. Donc comment on va faire? Déjà, pourquoi on veut le faire? Parce que comme notre matrice elle est sparse, déjà ce serait quand on va entraîner si on fait un modèle pour gérer nos 150 séries d'équipements, ça va avoir un temps de calcul qui ne va pas être gérable. Première chose. Deuxième chose, comme pour certaines séries, on a appel une centaine d'individus, on va avoir comme on a du coup plus de 4000 capteurs distincts à surveiller, on va avoir trop de features par rapport au nombre d'équipements, on va avoir un risque d'overfit trop important. Donc on ne veut pas avoir un seul modèle pour gérer nos 150 séries d'équipements. À l'inverse, on ne veut pas non plus avoir 150 modèles de machine learning pour gérer nos 150 séries d'équipements. Ça va être difficile à maintenir en prod. Donc on va regrouper nos modèles ensemble. On va avoir un trade-off à gérer. L'idée, c'est quand vous regardez votre matrice là, vous voyez les données, elles se répartissent un peu le long de la diagonale. Elle est un peu diagonale par bloc. On va se débarrasser de tous les NaN hors des diagonales. Donc pour faire ça, on fait notre clustering en 2 temps. On commence par regrouper nos capteurs. Donc les noms des capteurs qui vont se ressembler, on va faire du stemming, pas exactement du stemming, on va se baser sur la distance de Levenshtein pour regrouper nos capteurs qui se ressemblent ensemble. Et ensuite, on va faire une matrice de compatibilité pour chaque série d'équipements. On va regarder quel type de capteurs sont supportés et on va faire notre clustering là-dessus.
Donc, comme je vous ai dit, pour les capteurs, on regarde les strings qui se ressemblent. Donc, la distance de Levenshtein, ce qu'elle va vous donner, c'est le nombre d'opérations qui sont nécessaires pour, partant d'une chaîne de caractère A, parvenir à une chaîne de caractère B. Par exemple, dans notre cas, si on a des capteurs qui s'appellent Outlet 1 et Outlet 2, on va les regrouper ensemble. Et à partir de ça, une fois qu'on a regroupé nos capteurs, pour chaque série, on va faire notre clustering. Là, dans notre cas, on aurait les modèles 1A et modèle 1B qui seraient ensemble, et le modèle 2 qui aurait été mis à part. De cette manière, on se débarrasse, comme je vous l'ai dit, de tous les NaN hors des diagonales. Et au lieu d'avoir un seul gros modèle à gérer, on en aurait deux un peu plus petits. Une fois qu'on a regroupé nos séries d'équipements par cluster, on peut passer à notre premier axe, donc notre prédiction de crash à 2 heures. Donc déjà, le premier challenge, en fait, c'est d'aller labelliser notre dataset. On a l'ordre de grandeur, si on a une petite centaine de post-mortem qui sont de crash, en fait, qui sont logués. Alors, comment ils sont logués? Généralement, ça va être des post-mortem qui vont être effectués par les opérateurs en DC. Qui dit post-mortem, ça va être manuellement rempli. Ça va être des blocs de texte non structurés avec à peine quelques tags. Donc, si on voulait labelliser notre dataset, il faudrait prendre ce bloc de texte, venir extraire le nom de l'équipement, la date, s'assurer que la raison du crash, c'est bien la surchauffe, chose à laquelle on s'intéresse ici, et pas autre chose. Donc, faire du name identity recognition avec une centaine d'exemples, ça semble difficilement envisageable. Et surtout, ce serait un effort un peu overkill. Soit on peut aller labelliser manuellement si on n'a qu'une centaine. Le problème, c'est que dans ce cas-là, ce n'est pas automatique. Vous n'allez pas avoir une méthode qui va vous permettre de rafraîchir votre donnée automatiquement. Nous, ce qu'on a fait, c'est le workflow suivant. En fait, si vous vous rappelez, dans la première table, tout à droite, on avait l'uptime. Donc avec l'uptime du device, de l'équipement, on est capable de savoir s'il a rebooté ou pas. S'il n'a pas rebooté, on sait qu'il n'a pas craché. S'il a rebooté, on ne sait pas encore s'il a craché. Donc on continue. S'il est outlier pour l'un des capteurs qu'il supporte, s'il n'est pas outlier, dans ce cas, a priori, on ne sait pas encore, mais on ne conclut pas. On reste à -1. Là, ce qu'on va fabriquer, c'est un dataset semi-labellisé. S'il est outlier pour l'un des capteurs, alors on regarde s'il a rebooté avec d'autres équipements qui ne sortent pas particulièrement du lot. Si c'est le cas, c'est que c'est probablement un reboot lié à s'il a rebooté avec d'autres équipements qui sortent pas du lot, c'est probablement un reboot lié à de la maintenance. Donc c'est pas un crash. Si en revanche il a rebooté tout seul ou alors avec des équipements qui justement sont aussi en surchauffe, là c'est plus probablement un crash. Vous m'entendez toujours? Oui. Ok, très bien. Donc une fois qu'on a fait ce workflow-là, on se retrouve avec un dataset semi-labellisé. Donc les -1, on n'a pas encore conclu. Derrière, vous appliquez différentes méthodes pour finir de labelliser votre dataset. Vous pouvez appliquer une méthode qui va consister à prendre les cas plus proches voisins et ensuite prendre le label qui va être dominant dans les cas plus proches voisins, par exemple. Nous, on a pris un choix beaucoup plus trivial, c'est nos -1 là qui nous restaient. Quand on ne savait pas conclure, on mettait des zéros, on partait du principe qu'il n'avait pas craché. On est resté là-dessus parce que ça a bien marché, sinon on aurait basculé sur des méthodes de label spreading un peu plus avancées. Et une fois que vous avez votre dataset complètement labellisé, ensuite, comme on veut faire de la prédiction de crash à 2 heures, on va venir propager notre label sur les heures précédant le crash. Ça vous donne le dataset suivant. Par exemple, l'équipement numéro 2, là, il aurait crashé entre l'heure 4 et l'heure 5. Du coup, vous allez labelliser à 1 votre heure 4, heure 3 et heure 2. Une fois que vous avez fini de labelliser votre dataset, vous allez arriver avec un dataset fortement déséquilibré. L'ordre de grandeur le taux de positif dedans, ça doit être du 10-5. C'est du 10-5 d'ailleurs. Et donc, on va venir suréchantillonner notre training set, le training set uniquement, pas le test set.
Donc là, on a utilisé du smote. Ça, c'est la première technique qu'on a mis en place parce qu'en fait, on a profité du fait qu'on n'avait pas de variable catégorielle. Bon, sinon, on aurait fait l'alternative smote-nc. Et sinon, l'alternative qui a bien marché aussi, c'est tout simplement de tronquer les échantillons négatifs. Donc en fait, on est venu prendre nos équipements pour lesquels on avait des crashs. On a gardé tous les positifs pour ces équipements-là. On a gardé les négatifs qui étaient autour des positifs. Et on est venu compléter par des négatifs pris au hasard dans le parc. Ça nous a donné un échantillon avec 1% de ratio de positifs. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On vient entraîner notre classifieur sur ce training set suréchantillonné. Par contre, on vient l'évaluer sur notre test set qui, lui, n'est pas suréchantillonné et qui est donc toujours déséquilibré avec le ratio de positif de 10-5. C'est pour ça que quand on fait l'évaluation, derrière, vous vous retrouvez avec une aire sous la courbe ROC de presque parfaite. Là, c'est un peu trompeur parce que le ratio, juste le test set, il est déséquilibré. Donc, on va plutôt s'attacher à l'aire sous la courbe, la Precision Recall, la PRAUST. Donc, elle est à 0,23, ça peut paraître un peu faible. L'idéal, c'est 1. Sauf que le 0,23, il faut le mettre en. Si vous aviez un classifieur complètement aléatoire, l'aire sous la courbe Precision Recall, ce serait du 10-5 du coup. Donc, en fait, on vient de gagner 4 ordres de grandeur. Donc, on est quand même assez satisfait. Pour l'accuracy, on saute parce qu'elle est trompeuse à cause du fait que le dataset soit déséquilibré. La VPP à 4%, ok, c'est pas ouf. Nous, on privilégie le fait d'avoir beaucoup de faux positifs et de pas louper un faux négatif. Notre recall, il est à 1. Donc, ce modèle-là, il est viable à condition que nos opérateurs en DC soient pas débordés notamment à cause des faux positifs. Donc là, c'est pas vraiment l'évaluation qui va nous le donner, ce sera plutôt une simulation. Donc on va voir ensuite. Juste avant, une petite parenthèse, quand je dis on fait une classification, on en fait plusieurs, on fait des allers-retours manuels parce que on fait notre première classification, on regarde la feature importance, ça nous permet d'enlever les capteurs qui servent à rien et qui font un peu de bruit. Ça nous permet de garder d'une part les capteurs qui vont avoir de l'importance pour notre classifieur et derrière, ça nous permet aussi de savoir quel capteur on va surveiller dans le deuxième axe de maintenance préventive, quel capteur on va surveiller en priorité. Donc une fois qu'on a notre modèle, on va aller le vérifier sur des données passées qui n'ont rien à voir avec celles dont on s'est servi pour l'entraînement, pour vérifier que le nombre d'alertes qui est lancé ne surcharge pas les opérateurs en DC. Donc là, par exemple, on s'est calé sur le 29 juin 2019, une journée particulièrement chaude à Roubaix, Gravelines et Strasbourg. Ok, très bien. Donc cette journée particulièrement chaude, on a eu 10 équipements qui ont craché ce jour-là. Bon, là, on voit qu'on les détecte tous. Notre recall à 1, on est content. On les détecte tous à côté de 23 faux positifs. Donc notre VPP, elle est passée de 4% tout à l'heure dans l'évaluation, bonne surprise, à 30%. Bon, ça, c'est sans doute parce qu'il y a une variance assez importante. On aurait pris un autre jour, on aurait une VPP inférieure. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, la moyenne de proactivité est intéressante aussi, un peu moins de 2 heures, mais 1,7 heures, ça laisse quand même pas mal d'air à nos opérateurs en DC pour venir intervenir dès qu'un crash est reporté. Attention à l'écart type de la moyenne de proactivité quand même. Et le nombre d'alertes par heure, alors là, à prendre avec des pincettes, c'est lissé sur la journée, vous avez 0,34 alertes par heure, sauf qu'en vrai, vos heures, elles vont être concentrées sur 2-3 heures sur 3-4 heures de la journée, par exemple de 14 à 18 heures. Donc vos 33 alertes, vous les avez sur vos 4 heures de la journée. Ça fait ça fait 8 alertes par heure. Sur 3 data centers, ça reste largement gérable. Donc on est content parce que on est capable de faire de la prédiction de crash sans déborder nos opérateurs. Voilà un exemple de vrai positif. Si le modèle avait été en production le 24 juin 2019, on voit que le crash, on le voit en bas à droite, le crash il est survenu environ vers 14h, 14h30. Et si le modèle avait été en production à ce moment-là, on l'aurait détecté vers midi, ce qui nous laissait 2 heures pour intervenir. Donc voilà le premier axe pour la maintenance, la prédiction de crash. Pour ce qui est de la maintenance préventive maintenant, rappelez-vous,
dans les données qu'on a à disposition, on n'a pas encore exploité les données environnementales, les données hygrométriques. Donc, c'est maintenant qu'on va le faire. Ce qu'on va faire, c'est on va essayer de détecter en tout moment de l'année, et pas seulement les jours de chaleur, quels équipements sont anormalement chauds par rapport à leurs semblables. Donc, leurs semblables, comment on va définir ça? On va prendre un équipement. Déjà, grâce à la feature importance qu'on a vue avant dans les classifieurs, on est capable de savoir quel capteur surveiller en priorité. Et pour ces capteurs-là, on va se projeter pour chaque équipement dans des buckets judicieux. Donc, comment ça va être fabriqué? Par exemple, on va regarder la température ambiante. Pour la température ambiante, c'est normal, si il fait plus chaud, un équipement, c'est normal qu'il soit un peu plus chaud que s'il est dans une salle froide, par exemple. Vous pouvez faire ça vous pouvez définir des buckets multidimensionnels comme ça. Là, je vous l'ai fait en indé dans le schéma. Là, par exemple, ça pourrait être judicieux aussi de projeter suivant une seconde dimension, suivant par exemple la charge CPU. Votre équipement, s'il est fortement chargé, c'est normal qu'il soit un peu plus chaud que son voisin qui va être idle. Donc c'est possible dans ce cas-là. Vous voyez la forme du crocodile là, qu'on a qu'on a sur notre graphique. On arrive en 1D avec la température ambiante à séparer, à avoir des premiers buckets. Ça pourrait être judicieux, on le voit, pour séparer la mâchoire inférieure et la mâchoire supérieure du crocodile, de projeter suivant une seconde dimension la charge CPU. Ça permettrait probablement d'affiner un petit peu notre détection d'outlier. Et une fois qu'on a projeté nos points dans nos buckets, on va faire une détection d'outlier classique. Là, ce qu'on va faire, c'est on va faire une estimation de quantiles. On va prendre les quantiles les plus élevés. La seule contrainte, donc vos buckets, comme j'ai dit, vous pouvez faire des buckets multidimensionnels. La seule contrainte, c'est que vous ayez assez de points dans chacun de vos buckets pour pouvoir estimer de manière assez fiable vos quantiles. À partir de ces quantiles, vous générez un rapport journalier. Vous dites en priorité, on pense que ces équipements-là sont anormalement chauds, même si on est l'hiver. Ça permet d'avoir une amélioration continue. Et le point positif, en fait, ce qu'on voit, on ne l'a pas mesuré de manière rigoureuse, mais ce qu'on voit, c'est quand on est un peu moins assidu sur la maintenance préventive, le nombre d'alertes qu'on voit apparaître dans la prédiction de crash qu'on a vu dans la première partie a tendance à augmenter. Ça permet de mettre en évidence bah, l'intérêt de cette maintenance préventive et de cette amélioration continue. Voilà, une présentation un peu laborieuse, je suis désolé. Moi, j'aurais une question du coup, enfin même un peu plusieurs. En fait, j'ai deux questions. La première, c'est pourquoi regrouper par la distance de Levenstein les équipements? En fait, il y a une similarité entre les noms des équipements et leur fonctionnalité? Euh, non, justement, pas forcément. Mais ce qu'on voulait, c'est comme ce qu'on veut traiter, nous, c'est le côté sparse de la matrice. Si on arrive à regrouper à se débarrasser d'un paquet de NaN, on est content. Donc c'est vrai, ce que tu dis, on aurait pu justement plutôt se baser sur, on va dire, des propriétés statistiques de chaque capteur. Alors, on l'a pas fait parce que, comme je disais, pour certaines séries d'équipements, on a qu'une centaine d'individus. Donc, si Hmm. on commence à essayer d'estimer des quantiles, ou par exemple, pour essayer de regrouper les capteurs qui vont avoir une distribution qui vont se rapprocher, euh, on risque de regrouper des capteurs pour lesquels on a mal estimé les quantiles. Et Ok. donc, c'est pour ça qu'on a choisi de se baser sur la distance de Levenstein. En fait, les constructeurs, généralement, des équipements qui vont être proches, ils vont avoir des capteurs qui vont avoir des noms qui se ressemblent. Alors, il y aura peut-être une ou deux différences dans la chaîne de caractères, mais ça permet de faire d'une pierre deux coups. C'est OK, vous regroupez vos modèles ensemble. Déjà, le fait qu'ils aient quelque chose à voir ensemble, c'est pas forcément essentiel. Si vous arrivez à densifier votre matrice, vos blocs de matrice, c'est pas essentiel tant que les classifiants arrivent à s'en sortir derrière. Mais par contre, euh, en plus, comme je disais, on fait d'une pierre deux coups parce que même en regroupant avec la distance de Levenstein, généralement, il se trouve qu'on va regrouper des équipements qui auront quelque chose en voir. Par exemple, je vais prendre un exemple, les Cisco N5 et N6, on se retrouve à les regrouper ensemble. Si on va voir sur Wikipédia, on voit que les N6, ils ont la même base matérielle que certains N5. Donc ça a du sens. C'est un coup de peau, mais Ok. voilà.
Et j'ai pas su, vous l'aviez pas encore passé en prod, enfin, est-ce que vous l'avez passé en production ce modèle? Je crois pas, de ce que j'ai compris. Ah si, si, si. Si, 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 c'est en prod. c'est en prod, d'accord. Et ça, du coup, vous avez eu des résultats. Ah ouais, bah comme ouais, ouais. Donc bah ça sert tous les jours. En fait, on détecte régulièrement des fakes à l'avance bah, qui vont. Bah, ça empêche de crash des fakes, ça empêche de crash des N5, des N3. Enfin, ça sert régulièrement. Ça sert beaucoup. Enfin, ça sert beaucoup plus pour certains types de modèles qui sont plus sensibles à la surchauffe que d'autres. Mais voilà, les deux aspects, que ce soit la prédiction de crash ou la maintenance préventive, est actuellement en production. Ouais. Ok. Ok, moi j'avais une question. C'est est-ce que du coup après la mise en prod de cet algo, vous avez vu comment dire, une réduction des pannes, enfin des arrêts des serveurs. Du coup, c'est pour ça les arrêts des serveurs par rapport à, à avant la mise en production de cet algorithme-là. Yep. Alors, euh, en 2019, avant que ça soit mis en production, l'ordre de grandeur pendant l'été des crashs qu'on a observés, je ne parle pas des crashs qui ont eu un impact sur les utilisateurs, mais tout crash confondu, on a eu l'ordre de grandeur, c'est 40 crashs à peu près. En 2020, on n'en a eu aucun. Alors, c'est un peu biaisé parce que ce qui se passe, c'est qu'on a mis ça en production, mais on a aussi amélioré notre climatisation en DC. Donc, ce n'est pas le seul axe d'amélioration qu'on a eu. Mais effectivement, en 2020, autre élément important, il y a eu moins de jours de grosse chaleur qu'en 2019. Donc, en fait, pour l'instant, on a mesuré moins de pannes, mais comme je dis, c'est pas la seule chose qui a été mise en production. Il y a d'autres axes d'amélioration qu'on a mis en place. Et donc, moi, mon use case, c'est la prévention des fuites sur les waterblocks. Qu'est-ce que c'est les waterblocks? Alors, ce que je disais en début de présentation, c'est qu'on construit les serveurs nous-mêmes et on a développé une technologie qui s'appelle les waterblocks. Donc, les petites pièces de cuivre que vous pouvez voir sont en fait des éléments qui viennent se plugger sur les CPU et qui permettent de les refroidir en utilisant de l'eau. Ce qui fait qu'en fait, il y a énormément de tuyaux qui peuvent traîner dans un data center et potentiellement énormément de possibilités de fuite liées à ce petit constituant. D'où l'intérêt d'être proactif et d'éviter ces fuites pour que une baie ou un rack viennent à prendre l'eau, ce qui peut arriver et donc causer des problèmes sur évidemment plein de clients. Donc les opérateurs sont des data centers, ceux qui s'occupent de ce qui se passe dans ceci, sont venus nous voir en disant bah, on veut prévenir nos fuites et on a l'humidité qui existe dans nos salles, et puis on a des capteurs de pression sur les lignes et les racks qui potentiellement pourraient expliquer ce qui se passe dans les waterblocks. Alors on a dit que c'était potentiellement une idée, mais ça permettait juste d'arriver en réaction, de monitorer ces choses-là, et on a proposé plutôt d'analyser les hausses de température. Parce que les CPU peuvent être refroidis par la climatisation, comme par l'eau, mais il y a une petite climatisation dans les data centers, et donc ils ne vont pas péter tout de suite. Donc la fuite du waterblock ne va pas être immédiate. Ce qui permet de détecter, en regardant l'activité des serveurs, de détecter des anomalies. Donc le fait de lever des alertes, on peut envoyer, nous, ce qu'on a proposé, c'est d'envoyer des alertes quotidiennes aux mecs dans les data centers, et on leur met à disposition également des dashboards qui permettent d'analyser les serveurs qu'on remonte comme étant en anomalie. Ce qui est important de savoir, c'est que la façon de lever l'alerte, c'est on regarde ce qui se passe dans les 4 heures précédentes, a été construit en collaboration avec les personnes qui travaillent dans les data centers, et qui sont au quotidien avec les machines. Alors, je vous présente un petit graphique, ce qui permet de voir pourquoi on a défini 4 heures, c'est que il y a des montées de température en pic ou des creux dans l'autre sens. Ça peut être lié à des défauts de remontée système des métriques.
Et les hausses de température peuvent aussi être une utilisation du serveur tout à fait normale et il chauffe parce qu'il a une utilisation intensive. Qui est-ce qu'on a mis en place? Je veux parler d'un point de vue global, c'est qu'en fait, il a fallu remonter les métriques des différents serveurs. On a utilisé ce qu'on appelle RTM. On a également utilisé une base de données de série temporelle qui est Metric Data Platform. Et après l'infrastructure, donc on a utilisé Kafka pour faire l'automatisation, ce qui permet d'avoir une queue des différents événements qu'on a levés comme étant en anomalie. Le mail également, qui est trigger, et puis le dashboard, on a utilisé Grafana, ce qui est un peu le même travail que Raphaël a fait en amont. RTM, c'est Real Time Monitoring, c'est un petit soft qu'on laisse le soin aux personnes d'installer sur leur serveur, s'ils veulent évidemment éviter qu'il y ait une fuite sur ceci, mais on l'utilise aussi pour nous, notre infrastructure, ce qui permet, d'un point de vue global, d'éviter tout souci. Alors, il y a 2 constituants dedans. Le premier, c'est Node-REG. Excusez-moi. Le premier, c'est Node-REG, qui est le collecteur des métriques système qui permet de remonter la charge CPU, l'utilisation de la mémoire vive, l'utilisation réseau, ou des usages de disque dur. Le deuxième constituant, c'est Bimium, qui permet d'envoyer directement, c'était conçu de belle manière, pour envoyer directement dans Metric Data Platform. Metric Data Platform, en quelques mots, c'est donc cette fameuse base de données pour série temporelle, qui a plusieurs briques, une brique d'IoT dont je ne parlerai pas, une brique d'ingestion qu'on utilise de ce fait au travers de Warp10 pour faire de l'ingestion de données au bon format. On a plusieurs langages de requêtage, le Warp Script, mais également en requêtage, on peut faire du visuel avec Grafana, comme j'ai expliqué auparavant, ou des petites choses comme Prometheus. Et puis par-dessus cette base de données de série temporelle, il y a des outils d'automatisation qui sont des loop queries qui permettent soit d'envoyer des SMS aux opérateurs, des emails, ou du PagerDuty. Donc voici le premier graphique le premier dashboard finalement qui a été donné aux opérateurs. Donc il y a plusieurs constituants. La première est analyser finalement ce qui s'est passé sur les 4 dernières heures. On peut voir le graphique d'un serveur finalement qui est en souffrance sur les 2 derniers jours. Il y a un historique, savoir depuis quand finalement ces serveurs sont en train de chauffer, à quel endroit ils se positionnent. Et puis ensuite, il y a un petit count finalement qui est le monitoring de l'évolution de l'analyse des changements de ces différents serveurs qui sont en anomalie. Ce dashboard a permis de mettre en lumière des petites choses qui étaient assez sympathiques. Nous, on voulait juste détecter les serveurs qui sont en anomalie, mais ça a permis de montrer que de temps à autre, ça pouvait être des racks complets qui étaient en souffrance ou des lignes complètes, qui sont un ensemble de racks, ce qui pouvait être expliqué par un mauvais réglage de débit, etc., et finalement qui n'était pas le waterblock en tant que tel, et donc qui aurait pu être changé s'il y avait des défauts de pression. C'est bien beau, une fois qu'on a tout le process, finalement cette mise en production est déjà fonctionnelle, mais on a voulu optimiser un petit peu la brique de détection d'anomalies, qui là était basée sur une heuristique. On a souhaité mettre un petit peu l'intelligence là-dedans, et RTM nous permettait d'utiliser d'autres métriques que juste la température pour pouvoir vérifier si les serveurs étaient bien en anomalie. Ce qui nous a paru logique d'utiliser dans un premier lieu, c'est la load CPU, évidemment, mais il y en avait d'autres. Qu'est-ce qu'on a fait par là-dessus? On a utilisé un algo d'isolation forest, qui est simplement d'une part une random forest, donc Morgan a fait une très bonne vidéo à ce sujet d'ailleurs, qui est un ensemble de classifieurs simples, des arbres aléatoires, et puis la facilité d'isolation des individus. Parce qu'en effet, plus un individu est facile à isoler, et plus finalement c'est une anomalie.
Le fait d'utiliser la random forest par là-dessus permet de donner une probabilité à ces individus, puisque s'ils se retrouvent en anomalie dans un arbre, mais pas dans un autre, si on prend 2 arbres, là, ça fait 50% de probabilité qu'ils soient en anomalie. Qu'est-ce que ça donne chez nous? Sur notre gauche, on voit que finalement, tous les serveurs qui ont une température élevée sont en anomalie, mais c'est pas suffisant. La droite du graphique montre une dédensification de la load CPU, parce que en abscisse, c'est la load CPU, en ordonnée, c'est la température. Ce qui fait que pour améliorer un petit peu cet algo, on a décidé de projeter dans des buckets pour densifier par bucket les serveurs. On a également, en accord avec les opérateurs, puis dans un point de vue d'amélioration continue, diminué un petit peu les anomalies, et on a renvoyé que celles qui étaient les plus importantes, ce qui permettait de traiter en priorité les serveurs qui étaient en anomalie, pour ensuite pouvoir prendre les autres au fur et à mesure. Les faits là-dessus, on a analysé la production de cet algorithme et tout ce process sur 6 mois. Ça a permis de changer 300 waterblocks qui n'étaient pas tous en anomalie, mais 95% d'entre eux étaient des vrais positifs. Sur ces 6 mois, on a diminué par 2 le nombre d'alertes qu'on envoyait aux opérateurs chaque jour. C'est ce qui montre que ce qu'on a changé avait un réel impact. Et puis, bien évidemment, on a amélioré la qualité de service pour le client, puisque beaucoup moins de serveurs tombaient en panne liés à ces waterlocks qui pouvaient se boucher. Dernière slide, je vous remercie pour votre écoute. J'ai du mal à me rendre compte, les opérateurs, les personnes dans les data centers, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire du coup suite à ces alertes comme opération pour limiter. Eh ben, c'est tout simple, il faut déraquer le serveur, changer les CPU et donc les waterblocks en question, les remplacer, re-raquer. Et en fait, la problématique, c'est que il faut qu'on prévienne suffisamment en amont pour que eux préviennent le client, si c'est des serveurs dédiés, que eux préviennent le client pour qu'on puisse mettre en maintenance leur serveur. Et si c'est sur du public cloud ou du private cloud, il faut pouvoir migrer, également de manière à prévenir le client en amont, il faut migrer tout ce qu'il a sur ces instances vers d'autres instances qui pourront reprendre la charge. D'accord. Moi, j'avais une question plus du coup au niveau du machine learning, du coup des isolate tree. Vous avez utilisé plusieurs Forest, voilà. Vous avez utilisé plusieurs. Est-ce que vous avez testé plusieurs modèles ou vous êtes parti sur ce modèle-là de base? Alors, on en a fait plusieurs, mais principalement ceux cachés derrière Scikit, DBScan et autres. Et Isolation Forest s'est révélé être le meilleur. Et ce petit paramètre de contamination qui nous permettait de renvoyer finalement que ceux qui nous semblaient les plus pertinents avait un intérêt important pour pouvoir travailler avec les opérateurs. Et pas de les flouder comme on disait auparavant. D'accord, ok. Ok, et du coup, le fait d'envoyer seulement ceux qui sont très, très, enfin, vous êtes sûr qu'ils sont endommagés. Il y a quand même certains que vous n'arrivez pas à prédire, ou vous arrivez la plupart du temps à prédire tous ceux qui sont au bord du craquage, quoi. Il y en a beaucoup moins. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un projet en amont qui monitorait, mais d'un point de vue global, les salles et les lignes. Et ce projet-là était souvent en alerte parce qu'il y avait un serveur qui faisait chauffer la salle lui tout seul. Et ben ce projet qu'on avait monté il y a quelques années renvoie beaucoup moins d'anomalies que depuis qu'on a mis en production celui-ci. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces deux belles présentations. Merci Raphaël, merci Clément, et merci du coup au VH aussi de
d'avoir permis de parler de ce projet. Du coup, encore merci Clément et Raphaël, et merci du coup VH. Merci de prendre le temps du coup de partager ça, parce que c'est toujours important. Je trouve ça très intéressant que les boîtes du coup, de la région lilloise viennent prendre l'initiative de partager ce qu'ils font. Ça, je pense que ça nourrit tout le monde de faire ce genre d'initiative. Merci à tous et bonne soirée.